l'élégance du silence vaut mieux que l'impuissance de tous les mots, dit John Jones. Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres du journal. Une délégation de la Turquie au Bénin a visité la zone industrielle de Glojigbe et ses infrastructures. Au cours de la visite, la délégation turque a échangé avec l'équipe en charge du développement du parc textile de la G10. À suivre dans cette édition, les points essentiels retenus lors de la visite. Dans le cadre de la Journée internationale de la diversité biologique célébrée le dimanche 22 mai, la Direction générale du WAP, entendez complexe W Arli Pandjari, a saisi l'occasion pour rappeler à tous la nécessité de protéger la biodiversité. Plus de détails dans ce 19h. En sport, l'acte 17 de la Super League professionnelle de football s'est disputé le week-end dernier sur toute l'étendue du territoire national. En ouverture de la 7e journée de la Super League Pro du Bénin, Asvo et Lotopopo se sont confrontés. Les points de la rencontre dans un instant. De nouveau bonsoir. Clap de fin à l'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Après 3 mois de calendaire d'ouverture, les portes des 2 salles muséales de circonstances ouvertes à la présidence de la République se sont fermées ce dimanche 22 mai 2022. Suivant cet élément réalisé par les services médias de la présidence de la République. Oh, merci. On devrait demander au public comment le public se sent. Le gouvernement, à travers les organisateurs, est plutôt satisfait de l'intérêt du peuple béninois, quels que soient les âges, quelles que soient les origines, quelles que soient les convictions religieuses. C'est un grand succès populaire. À côté du succès populaire, nous avons également une véritable reconnaissance des professionnels d'ici et d'ailleurs, des spécialistes du patrimoine, des collectionneurs, des amateurs d'art, des journalistes spécialisés. Et nous aurons le temps de faire un bilan. Nous aurons le temps de vous dire qu'en 40 jours, d'ouverture, encore qu'il y a 2 jours qui sont en demi-journée. Donc on devrait retirer une journée pour dire que c'est 30 jours, si on devait dire strictement. Nous avons à peu près 180 000 visiteurs. 180 000. Nous n'avons pas compté encore cette journée. Donc nous allons probablement frôler les 200 000 visiteurs. Indéniablement, c'est un succès populaire et cela est encourageant. Cela est encourageant pour le gouvernement. Cela est encourageant pour le gouvernement qui, à travers le président de la République, a eu cette vision de croire que le tourisme, avec la culture et les arts, pourrait constituer un socle pour le développement de notre pays, un socle pour la création de richesses et d'emplois. Certains, et même vous, les médias, vous pouviez en douter, mais je crois que désormais, vous commencez à voir que le président a eu du nez, le gouvernement a eu du nez, et le peuple béninois et les spécialistes, tous les jours, nous disent que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Valoriser ce patrimoine, valoriser la culture et l'art, développer le tourisme, afin que le Bénin soit de plus en plus révélé. Overdose, non. Le mot est peut-être utilisé à dessein, mais il est, à mon avis, il est un peu malheureux parce que nous n'en avons pas assez. Nous ne sommes pas saturés et nous en redemandons encore, bien au contraire. Donc oui, à travers les chiffres, à travers l'appréciation qualitative des visiteurs, des Béninois, des étrangers, des visiteurs en général, le gouvernement est satisfait. Est satisfait et le gouvernement est encouragé à poursuivre dans la même dynamique, à faire encore mieux
à continuer de valoriser notre patrimoine. Et vous avez bien compris que dans le programme d'action du gouvernement, il y a une large place qui est faite au patrimoine et à la culture. Des moyens appropriés sont consacrés pour cela. Nous avons, j'aime à le redire, la bagatelle de 700 milliards de francs CFA qui seront investis en 5 ans. Plus d'1 milliard d'euros. C'est massif, c'est inédit et cela vient effectivement confirmer la volonté d'avoir cette politique publique majeure dans le domaine de la culture et des arts. Donc oui, le gouvernement, sans se suffire de ce résultat, est plutôt satisfait et voilà des signes encourageants pour continuer dans ce sens, pour continuer de valoriser notre patrimoine. Et vous savez, je suis sûr, vous le savez, il n'est pas possible d'avoir un développement sans appropriation culturelle. Et là, nous avons le déclic, nous avons cette révolution culturelle que nous attendions tant. Nous avons cette révolution culturelle que nous avons connue dans un certain nombre de continents et de pays et qui a été le déclencheur du démarrage du développement. Le développement dont nous parlons, la révélation du Bénin dont nous parlons, c'est cela. Si je pouvais évidemment me servir des propos du chef de l'État, je dirais le Bénin révélé, c'est ceci, c'est ce que nous voyons là. Le Bénin révélé, ça y est. Le développement, ça y est. Et chaque Béninois qui vient ici nous confirme que c'est à travers cette culture, ce patrimoine que nous pouvons révéler notre pays, entre autres. Mais principalement, l'écho du soft power est extraordinaire aujourd'hui à travers le monde et je pense que le gouvernement ne s'est pas trompé en misant sur le tourisme, la culture et les arts. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour prévu. Et si vos caméras se promènent à l'extérieur, vous verrez ce public qui est encore en attente. Vous voyez ici ce public qui n'arrête pas de venir et les salles qui ne désemplissent pas. C'est vrai que nous avons eu 3 mois calendaires d'exposition. 40 jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que nous n'étions ouverts que les jeudis, vendredis, en demi-journée, et samedi, dimanche, toute la journée. Hier, j'étais ici et j'ai vu le déluge, j'ai vu l'orage qu'il y a eu ici hier. Mais les populations béninoises sont restées dans les files, dans les rangs, sans bouger. À prendre, comme on dit trivialement, la sauce, parce que ces populations étaient déterminées, coûte que coûte, à aller voir cette exposition. C'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose de réjouissant, c'est quelque chose d'enthousiasmant pour nous qui sommes les ouvriers de cette organisation, toute l'équipe d'organisation ici présente, tous les spécialistes du patrimoine ici présents. Et nous entendons, hier encore, j'ai suivi les journaux, notamment de l'ORTB, cette demande incessante, continue, insistante pour une prorogation. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois calendaires d'ouverture, c'est vrai que nous avons un petit pincement au cœur à fermer parce que nous savons qu'il y a encore tant et tant de gens qui veulent découvrir cette exposition, ce patrimoine et ce génie béninois à l'action. Nous avons nos compatriotes béninois qui ont les mêmes droits que nous, qui sont loin d'ici, ceux qu'on appelle les Béninois de la diaspora, qui ne profitent que des moments de vacances et de la période estivale pour venir au Bénin, et qui également ont pétitionné et ont demandé au gouvernement, ont demandé au chef de l'État de bien vouloir les aider à profiter également de ce moment exceptionnel pour notre pays. Vous savez bien évidemment que les œuvres patrimoniales rejoindront à très court terme Ouidah. Donc, il nous sera loisible à chacun de nous d'aller à Ouidah, continuer cette découverte. Mais ce ne sera pas le cas des œuvres
contemporaine, même si à moyen terme, il est prévu un musée des arts contemporains ici à Cotonou, dont nous aurons d'autres occasions. Mais tout de suite, dans l'urgence, à court terme, que faire? Cette demande incessante, cette pression amicale, fraternelle, généreuse, le gouvernement l'a entendu. Le président de la République l'a entendu. Et pour cela, il nous a été demandé d'étudier la possibilité d'une réouverture pendant la période estivale. Donc je peux ici et maintenant vous annoncer, oui, avec beaucoup de joie et de soulagement également pour moi et pour toutes nos équipes, que le 15 juillet, nous allons de nouveau rouvrir pour 45 jours, pour la période estivale, pour la période de la fête de l'indépendance, afin que les Béninois qui n'ont pas eu l'occasion, et principalement les Béninois de la diaspora, aient l'occasion de venir ici. Dans le cadre de la Journée internationale de la diversité biologique célébrée ce dimanche 22 mai, la Direction générale du WAP entendait Complexe W Arli Pandjari a saisi l'occasion pour rappeler à tous la nécessité de protéger la biodiversité. Pour commémorer l'adoption de la Convention sur la diversité biologique, le 22 mai a été choisi par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de la diversité biologique. Cette convention ratifiée par 196 États et mise en vigueur depuis 1993 vise la pérennité des espèces, l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des ressources génétiques selon la direction générale du complexe W Arli Pandjari WAP. La direction saisit l'occasion pour rappeler à tous la nécessité de protéger la biodiversité car elle offre des services écosystémiques indispensables pour la survie de l'humanité. Elle procure de l'eau et l'air pur et des moyens de substance durables pour des milliers de personnes vulnérables et lutte contre le réchauffement climatique, a-t-elle informé. Hugues Akpona, directeur général du WAP, rappelle aussi les pratiques qui constituent des menaces graves à la protection de la biodiversité. Il s'agit entre autres du braconnage, la transhumance, l'exploitation illégale du bois et l'avancée du front agricole. La direction générale du WAP compte sur l'engagement de tous pour une meilleure conservation de nos aires protégées pour le bien-être des générations actuelles et futures. Dans la droite ligne de la politique du gouvernement du Bénin de faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement, l'exécutif a fait l'option de mettre sur le marché de l'emploi des ressources humaines qualifiées. Pour aider à concrétiser cette vision, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, et le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Roussou, ont procédé le mardi dernier dans l'enceinte de la communauté électrique du Bénin à Abomey-Calavi à l'inauguration de la plateforme pédagogique de formation, réseau, transport et distribution. Cette plateforme grandeur nature est mise en œuvre dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, dont l'un des volets est de former sur le territoire béninois des techniciens dans les métiers de l'énergie afin d'assurer le transfert des compétences au terme du dit projet, en s'appuyant sur l'expérience du Vinci Énergie et de son expertise. Ce projet s'inscrit dans la trilogie gagnante entre le Bénin, la France et le Maroc, dont l'exécution est confiée au groupe Vinci Énergie. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, une délégation de la Turquie composée de Engin Tuncer, consul honoraire d'Istanbul, Mehmet Attar, vice-consul honoraire d'Istanbul, et de Güzel Ukar, deuxième secrétaire de l'ambassade de la Turquie au Bénin, a visité le mercredi 18 mai dernier la G10, entendez Glodjigbe, Industrial Zone et les infrastructures. Au cours de la visite, la délégation de la Turquie a échangé avec l'équipe en charge du développement du parc textile de la G10. Il a été évoqué
évoqué notamment une éventuelle collaboration avec les investisseurs turcs. La délégation a aussi pris connaissance des régimes auxquels sont soumis les investisseurs au sein de la zone et du plan d'autonomisation énergétique de la zone à travers la mise en place d'une centrale solaire. Lors de sa visite, Engin Tuncer, le consul honoraire d'Istanbul, a fait remarquer que le Bénin est en train d'amorcer un développement économique certain avec la mise en place de cette première zone industrielle du pays. Ce dernier entend bien faire la promotion de la G10 auprès des investisseurs turcs. Les conseils communaux soutenant les actions du gouvernement béninois ont emboîté les pas du gouvernement après sa tournée d'explication et de sensibilisation en allant au contact des 165 quartiers de la ville de Cotonou. Le vendredi 20 mai dernier, la délégation conduite par Luc Setondji Atropo, maire de la ville vitrine du Bénin, a mis le cap sur le 7e arrondissement. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations contre l'intoxication. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre le compte-rendu de cette première étape de la tournée des autorités municipales. Élément signé Francis Farami. Les populations du 7e arrondissement de la ville de Cotonou n'ont pas été épargnées dans le cadre de la tournée nationale d'explication initiée par le gouvernement aux fins de propager les raisons réelles de la cherté de la vie. Par la même occasion, exposer les mesures prises par l'État central pour atténuer les souffrances. Conscientes de la pertinence de la démarche du gouvernement, les autorités municipales de la ville de Cotonou, avec à leur tête le maire Luc Setondji Atropo, prennent le relais. Ces conseillers ont pris la responsabilité de parcourir les 165 quartiers de la ville vitrine du pays afin que les populations soient bien informées. Rien ne vaut l'information, rien ne vaut la communication. Nous avons eu la chance de goûter à cette communication-là. Et il est quand même normal que nous ne nous arrêtions pas à si bon niveau, à si bon chemin. Donc ce que nous avons fait, c'est que la mairie s'est organisée pour que tous les quartiers de Cotonou soient informés. Nous travaillons à ce que d'aucuns n'aient pas l'occasion d'intoxiquer les populations. Nous savons que la vie chère est une réalité dans notre pays et partout ailleurs. Ce n'est pas propre au Bénin. Le gouvernement béninois, avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'emploie à faire en sorte que le choc soit vraiment atténué. Au cours de cette séance, il est question pour les autorités d'exposer les causes de la vie chère et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Ensuite, aux administrés de faire le point sur leurs différentes inquiétudes et de donner leurs avis et suggestions. Les populations, par exemple, ont estimé, on dit en tout cas que le montant du microcrédit était faible, voyez-vous. Et nous avons expliqué qu'ils ont raison, nous avons confirmé, ils ont raison, mais nous avons saisi l'opportunité pour leur expliquer ce qui est en train d'être fait. Et que ce montant de 50 000 aujourd'hui est effectivement est faible. Et que nous avons plaidé ce cas au niveau du gouvernement qui a pris en compte cette doléance-là. Et à ce jour, le montant de 100 000 a déjà été entériné par le Conseil des ministres. Cette opération de sensibilisation, lancée par la municipalité qui a débuté le 20 mai dernier, s'étend sur 5 jours. À en croire les autorités municipales actrices de cette tournée dans le littoral, toutes les doléances des populations ainsi que les différentes informations recueillies seront transmises à l'exécutif. Après le 7e arrondissement de Cotonou, c'est au tour des 12 quartiers du 2e arrondissement d'accueillir la délégation municipale le samedi 21 mai dernier. L'objectif ici demeure le même, pour informer les populations sur les causes réelles de la cherté de la vie au Bénin et les mesures prises par le gouvernement béninois pour endiguer le mal. Reportage Francis Farami. L'objectif ici demeure le même. Sensibiliser et informer les populations de Irédé, Pondéou, Sénandé et des 9 autres quartiers du 2e arrondissement sur les causes de la cherté de la vie ainsi que les mesures d'atténuation engagées par le gouvernement central.
tout énosé, tout bien énosé quand même un et ici le nom de notre beaucoup. Mais ils ont mis dans l'air une activité de leur oui, ici le dit techniquement dit où. Au milieu de l'eau, de l'eau, minado. Mais dans l'air il a un qui t'a donné il dans l'île. Ils ont mis libre à finir. Mais le gros c'est donc et il est dans les c'est pour cela. La population qui s'est déplacée a compris que la cherté de la vie est telle que c'était dit dans la population et celle que c'était dit par un certain nombre de citoyens que ce n'était pas en réalité ça. On a compris que c'est une crise mondiale. Et les apports que le gouvernement est en train de mettre pour atténuer un tant soit peu ce que nous vivons, il nous l'a expliqué, la compréhension a été directe, claire. J'ai compris que le gouvernement n'est pas resté silencieux. Le gouvernement est à l'écoute du peuple et en train de se débrouiller, en tout cas de tout faire pour trouver une solution à tout ce qui se passe dans le pays et pour venir aussi en aide à la population. Les populations soulèvent des questions ou des points d'ombre et les autorités font un exposé de la situation. Au nombre des points abordés, il y a la question de la microfinance et celle de la flambée du prix du gaz domestique. Nous, nous microcrédit, bon, nous avons tout clair de mon demain, à te passer à l'occasion Bodomi Heminagiro 73 20. Né Basiro, Azet dossier Toito. Bon, Amato, Polomodo Game. CPS de Jaidai. A rien ça goyer de Bodo. Et nous aussi, on m'a d'autres temps, les lits. Je m'en sors au Polo Inemi. Moi, son idée de Mélan, il y en a dans la Hawaii. Mais il y a des gars qui ont et qui ont essence, c'est quoi? Essence le taux me fait 600 francs et million les locaux. Mais il y a le 675 francs. Gasoil de nos gels au 668 francs, gouvernement Zédo. Nous avons le gasoil de 795 francs le don. Et tu as le gazon, bon, gaz est ton pourquoi. Bon, il est ton pourquoi, mais essence pourquoi l'automie est ton politique. Cette tournée rapproche les autorités municipales des administrés des 165 quartiers de Cotonou. Ghislaine Fagbohon, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavier, COUS-AC, a été célébrée femme d'impact par le Forum Ecofam le samedi 21 mai dernier à Azalaï Hôtel. Ce faisant, le forum célèbre les compétences féminines et le leadership. Cette distinction place ainsi Ghislaine Fagbohon sur la liste du top 100 des femmes de l'année 2022. Cette distinction célèbre également un effort conjugué de plusieurs collaborateurs. À ce propos, je vous invite à suivre les impressions de Ghislaine Fagbohon à la fin de la cérémonie. Élément signé Francis Farami. Je salue l'initiative parce que je n'ai jamais demandé à prendre ce trophée. J'étais tranquille quand j'ai été identifiée. Ça veut dire que même quand nous travaillons, ça veut dire que le travail paye. Donc, j'exhorte les femmes à travailler. Ça m'engage davantage à mieux faire et à être encore plus un modèle, pour la jeune génération, pour nos jeunes sœurs qui sont encore à l'université ou qui peinent encore à se retrouver dans la vie active. C'est partagé par tous mes collaborateurs, depuis le gardien jusqu'au chef service, jusqu'à mes proches collaborateurs, parce que c'est leur travail quotidien. Quand on met ça bout en bout, c'est ça qui rayonne et c'est ça qu'on voit à l'extérieur. Je voudrais quand même, avant de finir, dédier également ce trophée à ma ministre, Mme Eleonore Yaïla-Decan, qui ne ménage aucun effort pour me soutenir dans toutes mes actions.
Spiritualité dans cette édition, le vaudou aujourd'hui devrait être le socle de l'être humain. Pour le professeur et prêtre de Fa, David Kofi Aza, le vaudou incarne le respect et enseigne à l'initié la bonne conduite en société, surtout du point de vue social et comportemental, en passant par l'habillement et la cuisine. Suivons-le pour plus de précisions. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le vaudou, en réalité, doit être le socle au niveau de nos chaînes de TV, le socle de notre culture. Parce qu'on ne peut pas parler de la culture au Bénin sans parler du vaudou. C'est impossible. Ou alors, ce n'est pas la culture béninoise. Si on parle de la culture au niveau du Bénin, on doit parler du vaudou. On doit parler du Fa. On doit parler de nos topions. Les topions, ce sont nos ancêtres. Donc, cela devait être la référence au fait. La référence en toutes choses. D'abord, la référence en matière d'éducation. Parce que quand vous rentrez dans le couvent, on vous éduque. En matière de vaudou, on vous éduque. On vous apprend les vertus morales. Ces vertus morales-là ont déserté aujourd'hui l'éducation des enfants. On vous apprend comment respecter. Parce que l'initié qui respecte, l'individu qui respecte le plus, son semblable, c'est le vaudou-ci. Quand il voit son supérieur, il se met même à genoux. Ce n'est pas de l'esclavagisme, mais c'est de l'éducation. C'est montrer qu'on est réellement éduqué. Quand on voit son supérieur, il faut respecter l'autorité. Et ça, là, toutes les religions. Il y a même d'autres religions qui disent que quiconque qui ne respecte pas l'autorité ne respecte pas Dieu. C'est-à-dire que obéir à l'autorité, c'est obéir à Dieu. Donc la tradition enseigne le respect, enseigne l'humilité en toutes choses. Quoi qu'en soit votre rang, vous devez vous faire humble. Ce sont les vertus morales qu'on enseigne. Enseigne l'amour, la fraternité et tout au niveau du couvent. Mais il y a une autre dimension, la dimension vestimentaire. C'est-à-dire que l'initié doit s'habiller décent. Aujourd'hui, la plupart du temps, nos jeunes filles, même les jeunes garçons, on ne s'habille plus décent. On s'habille, les fesses sont dehors. On s'habille, le ventre est dehors. On s'habille, les seins sont dehors. Le jeune homme s'habille et puis le pantalon est descendu au niveau des fesses et puis le sous-vêtement qui est porté en bas est dehors. Et on pense que c'est ça l'émancipation. Au niveau du vaudou, ce n'est pas ça l'émancipation. On doit s'habiller décent. On doit s'habiller normalement, correctement, comme un digne. Il y a l'art culinaire. Quand vous rentrez dans le couvent, vous apprenez à préparer. Vous apprenez à préparer. C'est quand vous sortez de là, si vous êtes une femme, vous sortez de là, vous devez préparer à votre mari. Donc vous éduquez à l'art culinaire. Aujourd'hui, la plupart des jeunes filles ne savent pas préparer. Il faut aller au restaurant ou bien il faut commander à préparer. Quelqu'un d'autre prépare, on amène à la maison, on sait. On ne sait pas préparer. Il y a également la transmission de la connaissance et de la vertu reçue. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, vous devez transmettre ça à vos enfants. Transmettre l'éducation à vos enfants. Montrer à vos enfants comment on respecte son papa, comment on respecte sa maman, comment on respecte comment on respecte. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a des enfants qui tutoient même leur papa. Moi, je n'ai jamais tutoyé mon papa jusqu'à sa mort. Et pourtant, mon papa était vivant quand j'ai été couronné d'art, chef de famille. Mais pourtant, je ne l'ai jamais tutoyé jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, l'enfant tutoie son père. On pense que c'est ça l'émancipation. Donc, il y a ces dimensions-là qui sont enseignées. Quand tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas porter d'habits, il ne va plus jamais porter d'habits toute sa vie. Si tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas manger de la sauce de gombo, il ne mangera plus jamais durant toute sa vie. Mais quand tu vas dire à un autre d'une autre religion, ne mange pas ça, il va manger, après il va se confronter pour dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Parce qu'on nous a appris à transgresser la loi. On nous a appris à contourner la loi, puis après à aller dire, ah, pardonnez-moi, j'ai péché. C'est ça la réalité. Donc notre éducation est une éducation fondamentale. Mais également, il y a aussi le respect du bien commun qu'on enseigne aussi dans le couvent. Aujourd'hui, on n'a aucun respect du bien commun. Un individu peut se lever, prendre l'argent de l'État, bouffer comme il veut, et même fuir, même est parti. On ne nous a pas appris à respecter le bien commun. Il y a ça. Et il y a également le respect de la nature. Ce dont tu as besoin dans la nature, tu prélèves. On ne fait pas du gaspillage. Mais aujourd'hui, on peut préparer, on dit, je n'ai plus envie de ça, et puis on jette. Mais c'est du tort qu'on cause à la nature, parce que ce que je suis en train de jeter, d'autres personnes en ont besoin, mais n'en trouvent pas. Si la nature t'en fait grâce, il faut bien l'entretenir. La préservation de l'écosystème, le vaudou le faisait bien avant que les Blancs, à cause du changement climatique, ne commencent pas à nous en parler. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faisait? Il délimitait des portions de terre. On peut délimiter 100 hectares, 200 hectares quelque part. On installe un vaudou dedans pour dire, désormais c'est une forêt sacrée. Plus personne ne va aller là-bas pour prélever, couper les arbres. Et on préservait l'écotourisme. On peut dire maintenant, par exemple, de telle période à telle période, là, c'est une période de vaudou, plus personne n'ira à la pêche, plus personne n'ira à la chasse. Mais cette période d'hibernation, là, ça permet aux animaux de se reproduire. Ça permet aux poissons de se reproduire.
Sport pour finir cette édition, l'acte 17 de la Super League professionnelle de football a été disputé le week-end écoulé sur toute l'étendue du territoire national. En ouverture de la 17e journée de la Super League Pro du Bénin, Asvo et Lotopopo se sont séparés sur un score nul et vierge au stade municipal d'Adjohon le samedi 21 mai 2022. Le récit de la rencontre avec Colombe Rousseau. Asvo et Lotopopo se sont neutralisés ce samedi 21 mai 2022 au stade municipal d'Adjohon. Ce choc, comptant pour la 17e journée de la Super League Pro du Bénin, a accouché d'un match nul et vierge. Battu 2-1 lors de la 5e journée, le club de Grand Popo a su arracher le point du nul malgré une partie riche en cartons. Au bout de la 50e minute, Moussa Gari écope d'un carton jaune pour mauvais geste, synonyme d'expulsion. En 10e minute, Abdeslam Ouadoud, coach de Lotopopo, écope d'un carton jaune pour avoir manifesté son mécontentement suite à une faute signalée par l'arbitre central. Au total, 7 cartons jaunes ont été distribués au club dirigé par Abdeslam Ouadoud. On avait l'intention de prendre 3 points et de recoller au classement. Mais il fallait compter avec les aléas climatiques parce que la pluie d'aujourd'hui ne nous a pas permis de mettre en place notre philosophie de jeu. Certes, nous l'avions fait en partie, mais s'il n'y avait pas la pluie, on aurait pu faire autre chose. C'est-à-dire on aurait eu un autre visage de Asvo. Mais par contre, je me réjouis parce qu'en face, on avait un adversaire qui avait à peu près la même philosophie que nous et qui s'est posé aussi le ballon. Donc c'était du loup. Donc dans l'ensemble, je me réjouis de ce match. Dans le même registre, la jeunesse sportive de Pobé a pris une bouffée d'oxygène en venant à bout de Dynamo d'Abomey. Les protégés de Bruno Didavi ont battu les poulains de Ibrahim Da Silva sur le score de 5-0 le dimanche 22 mai 2022 au stade Jean-Pierre Gascon de Pobé. Colombe Rousseau pour le compte-rendu. La jeunesse sportive de Pobé a étrillé Dynamo d'Abomey 5-0 au stade Jean-Pierre Gascon de Pobé. Les protégés de Bruno Didavi marquent leur territoire 1-0 à la 21e minute par l'entremise de Chobanke Karim sur un coup franc. 40e minute, Shinge Rividan double la mise et met les siens sur orbite. Un deuxième but marqué dans une défense statique, mais aux abois profitant à l'attaquant de faire parler de ses classes. Au retour des vestiaires, les poulains de Ibrahim Da Silva n'arrivent pas à trouver la solution. Ils vont fléchir en encaissant 3 autres buts. La troisième réalisation survient 16 minutes après la pause. Ibrahim Benou profite de l'absence de la défense des visiteurs et marque à bout portant le 3e but. Ibrahim va inscrire son doublé à la 72e minute du jeu. Dynamo d'Abomey boit l'eau. La JSP s'active et trouve une fois encore les filets. Le nouvel entrant Agbadje ne se gêne pas et porte le but à 5 pour son équipe. Bravo à l'adversaire qui a été très efficace devant les buts. Mais à contrario, moi j'ai vendangé au fait toutes mes occasions. Et donc quand c'est comme ça, c'est normal qu'on encaisse et qu'on encaisse aussi lourdement. Parce qu'à un moment donné, on se dit c'est fini. On baisse les armes. On ne joue plus et les 5 buts sont arrivés. Moi, je crois que JSP a joué très bien sa chance. JSP a eu les armes pour pouvoir nous marquer 5 buts. On l'a encaissé. On reconnaît qu'on a été très fébrile ce soir. Mais donc, c'est le football. On repartira travailler et on va s'attaquer à la prochaine journée. Les objectifs. Mais non, moi, je crois que je garde la tête haute.
je garde la tête haute, en ce sens que le championnat, il reste encore assez de journées. Mais là, actuellement, c'est trouver les mots justes pour pouvoir galvaniser les jeunes afin qu'ils se sortent de cette défaite. C'est lourd, c'est la première fois. Et donc moi, je dis, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Il faut juste rester concentré pour le reste des matchs à venir. Et franchement, bravo à GSP. Ils ont joué, ils ont eu l'envie. Ouais, c'est la différence. C'est la différence. Ils savaient déjà que l'adversaire en face partait plus favori. Et donc ils se sont remis en cause. Et ont pris les choses au sérieux. Ça leur a permis en fait, de nous marquer 5. Là, j'en rigole à la limite. Mais c'est ça le football. Quand on met plus d'envie, quand on met d'engagement, quand on met de volonté et qu'on est efficace devant les buts, c'est clair qu'on peut marquer en fait 5 buts au cours d'un match. J'encaisse 5, mais je dois encore aller travailler. Et Dynamo d'Abomey, c'est une grosse équipe parmi tant d'autres au Bénin. Et je pense qu'il ne faut pas croire que nous avons gagné 5-0 et Dynamo est une petite équipe. Non, Dynamo n'était pas averti. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Roi chez nous. Et que là, on n'est pas en train de jouer le championnat. Et ils sont venus pour jouer le championnat. Nous, on était en finale pour la Coupe du Roi. Et ici, notre roi, Kabiessi, on lui a fait honneur en marquant les 5 buts pour fêter les 5 ans d'intronisation du roi. C'est un peu ça. C'est un mythe qui a longtemps tenu son règne sur nous. Et laissez-moi vous dire, là, c'est tout un début d'une nouvelle ère. Les écureuils juniors du Bénin ont perdu face au Nigeria à la finale du tournoi qualificatif UFOA U20 Zone B le vendredi 20 mai dernier au stade général Seyni Kounché au Niger. 3-1 en faveur du Nigeria, c'est le score final du match Bénin-Nigeria comptant pour la finale du tournoi qualificatif UFOA U20. Les poulains de Mathias Deguenon reviennent au Bercail avec à la clé la qualification de la CAN Junior Égypte 2023. Au terme de cette rencontre, quelques citoyens béninois apprécient les performances des écureuils et proposent des solutions pour mieux aborder les matchs de la prochaine CAN. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. D'abord, je leur dis bravo. Bravo parce qu'ils m'ont éveillé, que je sais que j'ai les qualités au Bénin. J'ai les footballeurs, les jeunes footballeurs qui sont en train de sortir. Et je remercie l'entraîneur aussi. Parce que hier, nous sommes ensemble avec les joueurs à l'aéroport de Bernardin Gandhi de Cotonou. D'abord, je suis fier de mes petits. Et d'abord, ils ont montré qu'ils sont des Béninois dignes de ce nom. Parce que, non, les Béninois jouent. Les jeunes là, ils ont fait quelque chose de bon. Et je dis toujours au ministre, c'est le championnat. S'il donne beaucoup de choses comme ça, quand on joue un champion dans un pays, ça donne beaucoup de choses. Ça donne les choses que toi-même, tu ne peux pas savoir. Et d'abord, pour le football béninois, je dis bravo au président de la jeunesse, au président de la Fédération béninoise de football, M. Dizakou. Je lui dis bravo. Arbitre est le seul maître du terrain. Et il peut passer ça là, il peut laisser ça là. Mais il ne veut pas laisser, il veut toujours être bien. Est-ce qu'on ne peut pas juger quelque chose parce qu'on a battu le Burkina? Maintenant, nous ont donné un arbitre burkinabé. Qu'est-ce qu'on va faire? L'arbitre, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je dis, je ne peux pas dire l'erreur, je ne peux rien dire. C'est la nature qui a donné ça là. Et les jeunes joueurs là. Le ministère d'Outil, tout hier, a dit, je veux que vous continuiez comme ça. Ça veut dire que je ne sais pas ce que veut dire. Les petits m'ont montré qu'ils jouent le football. Ils connaissent le football. Ils veulent jouer le football. Ils savent que leurs avenues, c'est dans le football. Ils ne s'amusent pas. Ils savent que c'est leur travail. Et d'ici peu maintenant, le ministre a encore dit quelque chose hier. Je suis fier, il a dit, d'ici peu, ce n'est pas besoin d'aller en Europe pour jouer le championnat. Le championnat bénin peut nourrir la famille. Pour la première fois, je suis content du football béninois. Alors, je demanderai au ministre Oswald Omekich, c'est une recommandation que je suis en train de lui faire. Il doit tout faire pour installer l'institution fêtière qu'est la direction technique de football.
ça a manqué à l'entraîneur Deguenon que je salue au passage. Il a prouvé son haut niveau. Ça aurait été un directeur technique digne de ce nom qui était à côté de notre entraîneur Deguenon. Je crois que nous allons battre l'équipe nigériane à plate couture. Quand le milieu du terrain a commencé par prendre de l'eau, la défense aussi. Et d'où le penalty est arrivé. Penalty avec carton rouge. C'est là où ça a basculé. Alors, s'il y avait le directeur technique qui avait appuyé notre entraîneur, ils allaient effectuer un changement qualitatif. J'apprécie les jeunes. Tellement jouer face au grand Nigeria, ça, je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Mais c'est possible. Et les enfants nous ont démontré que nous pouvons faire quelque chose. Je demande simplement aux encadreurs qui s'occupent de ces enfants qui ont vraiment mouillé le maillot, de les encadrer jusqu'au bout, de ne pas aller pour des intérêts inavoués, pour leur propre poche à eux, de perdre l'équipe là que j'ai vue là. Vous voyez, 10 contre 11. 10 contre 11. Vous avez vu que les enfants ont fait du mal, hein? Je demande simplement de les encadrer et de ne pas permettre à ce que l'équipe que je suis en train de voir là n'a qu'à disparaître dans 2 ans ou dans 1 an. Ainsi prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous pour l'attention accordée à ma modeste personne. D'ici là, portez-vous bien.